Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons regarder un peu ensemble où en est la technologie et voir si par chance elle pourrait, dans un futur proche, nous permettre d'aller visiter les étoiles. System 1 loaded. Pour commencer, il y a deux notions qu'il faut bien garder en tête quand on parle de voyage interstellaire. C'est la notion de vitesse et celle de distance. Sur Terre, ça nous paraît très simple, mais dans l'espace, c'est une autre histoire. L'important, quoi qu'il arrive, c'est d'avoir le bon moyen de transport pour la bonne distance. Intuitivement, on sait tous que si on veut faire un Berlin-Madrid, qui fait à peu près 2800 km, si on le fait en mobilette, ça va être un tout petit peu plus compliqué que si on le fait en avion, parce que ça voyage pas à la même vitesse. C'est à peu près pareil pour nos voyages interstellaires. Le vrai problème, c'est le moyen de transport. Et si je dis ça, c'est parce que, vu l'évolution de notre technologie actuelle, un enfant de 5 ans a plus de chances de faire le tour de la Terre sur un tricycle que nous avons de chance d'aller voir l'étoile la plus proche de la Terre. Pour avoir un point de comparaison, un des objets les plus rapides jamais inventés par l'homme, c'est la sonde Voyager 1, qui est actuellement sortie de notre système solaire et qui voyage à une vitesse de 61 000 km/h. Songez que le tour de la Terre n'en fait que 40 000. Donc sa vitesse est incroyable. Elle a parcouru depuis son lancement plus de 20,4 milliards de kilomètres. C'est tout simplement la création de l'humanité qui est allée le plus loin dans l'espace. Rien n'est allé plus loin que cette sonde. Et pourtant, ces 20 milliards de kilomètres, c'est pas grand-chose. Parce qu'au final, quel est le but de l'exploration spatiale ? C'est bien d'aller trouver d'autres planètes, rêver à d'autres formes de vie, d'autres civilisations. Et pour ça, il faut aller voir d'autres étoiles. La plus proche de nos voisines, c'est Proxima Centauri. Et celle-ci se trouve à 40 milliards de kilomètres. Si on considère qu'une sonde qui pèse moins lourd qu'une Twingo a mis 39 ans pour faire la moitié du chemin, combien de temps mettrait un vaisseau de 30 tonnes ? Et même si on y arrivait, on mettrait de jeunes astronautes de 25 ans dans la navette, ils auraient 113 ans, ils risquent d'être un tout petit peu moins frais pour faire les missions. Quand on pense qu'actuellement, on n'arrive déjà pas à faire les 70 millions de kilomètres qui nous séparent de Mars, comment imaginer réussir à faire 40 milliards de kilomètres pour aller jusqu'à la première étoile ? Et attention, on parle juste de la première étoile, de la plus proche. Les autres sont infiniment plus loin. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer l'inventivité humaine. Songez qu'en 1903, les frères Wright faisaient leur premier vol motorisé, et qu'en 1961, Youri Gagarin était le premier homme dans l'espace. Moins de 60 ans entre ces deux événements, moins qu'une vie humaine. Que serons-nous capables de faire dans 100, 200 ou 300 ans ? Aujourd'hui, pour réaliser ses rêves de conquête spatiale, l'humanité explore principalement deux pistes, la stase et les trous de verre. Avant toute chose, il va falloir qu'on réussisse à voyager plus vite. Car 61 000 km/h pour une petite sonde, c'est pas mal, mais d'après la relativité, notre limite, c'est 299 000 km/s. Donc on en est encore loin, et même à cette vitesse, ça nous prendra un temps fou d'aller explorer la galaxie. Donc il va falloir s'en rapprocher le plus possible si on veut pouvoir visiter l'univers. Et une fois cette vitesse atteinte, on pourra utiliser la stase cryonique pour permettre à des équipages de voyager vers des étoiles lointaines. Ceux qui ont déjà vu l'épisode sur la cryonie savent de quoi je parle. Pour les autres, c'est très simple. On va prendre un être vivant, un humain de préférence si c'est pour une mission spatiale. On va le mettre dans un espèce de gros tube dans lequel on va descendre sa température corporelle à moins 196 degrés. À cette température, son corps va cesser de vieillir, va cesser d'évoluer, cesser d'avoir besoin de s'alimenter notamment,
et va rester exactement intact comme au jour de sa congélation, jusqu'à ce qu'on le décongèle en gros. Le seul petit problème avec cette technologie, c'est qu'on sait congeler les gens, mais pas encore les décongeler. Mais on le fait déjà sur des animaux, donc dans quelques dizaines d'années, ça paraît logiquement être une technologie à notre portée. Et du coup, en réduisant la place que prendra l'équipage et la place que prendra sa nourriture et toutes les commodités dont il a besoin, eh bien cette place pourra être remplie de carburant, ce qui permettra au vaisseau de voler d'autant plus longtemps. Et on peut penser à avoir des missions qui vont voler pendant 50 ou 100 ans vers une étoile lointaine. Sinon, il y a la technologie des trous de verre, mais là, clairement, on en est au stade purement théorique. Et un trou de verre, au final, ce serait un raccourci à travers l'espace et le temps. Alors, en très simplifié, un trou de verre, c'est quoi? Vous avez d'un côté un trou noir. De l'autre côté, ce qu'on appelle une fontaine blanche. Pour faire simple, une fontaine blanche, c'est exactement l'inverse d'un trou noir. Et entre les deux, vous avez un passage qui les relie. Il faut savoir que les forces gravitationnelles autour de ces phénomènes sont tellement incroyables qu'elles déforment l'espace et le temps. Et en théorie, ça nous permettrait de passer d'un côté à l'autre quasiment instantanément. Que ces deux côtés soient loin ou pas, et que ces deux côtés soient même dans la même époque ou pas. On peut imaginer que votre trou noir se trouve en 1950 à un coin de la galaxie et que votre fontaine blanche se trouve en 2092 de l'autre côté de la galaxie. En théorie, on passerait d'un point à l'autre et d'une époque à l'autre instantanément. Alors je suis clair, là j'ai hyper simplifié et c'est une théorie. Uniquement une théorie, on n'est pas capable de la reproduire, on n'est pas capable de faire des essais et on n'est pas capable d'en observer dans la nature. Et même en restant au niveau théorique, on a quand même deux gros problèmes avec le trou de verre. Le premier, c'est qu'un trou de verre est censé rester ouvert à peu près quelques milliardièmes de seconde, ce qui fait un petit peu court et on n'a pas les moyens d'utiliser suffisamment d'énergie pour garder ce genre de choses ouvertes. Deuxièmement, ces trous de verre théoriques seraient trop petits pour y faire passer un atome. Alors de là, y faire passer un vaisseau spatial. Petite phrase amusante mais pas dénuée de sens de Stephen Hawking. Qui disait que si la théorie des trous de verre était viable, eh bien on serait déjà envahi de touristes du futur. À méditer. Et à partir du moment où la relativité d'Einstein nous limite à une vitesse inférieure à 300 000 km/s, on va être obligé de trouver des moyens de contourner les lois de la physique si nous voulons un jour pouvoir visiter d'autres étoiles. Pour finir, j'aimerais partager avec vous des questions que moi je me pose et qui feront certainement l'objet d'épisodes ultérieurs. Un trou noir, pour vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste un puits avec un fond? Ou est-ce que c'est juste une entrée qui nous mène à un passage vers ailleurs ou vers autre chose? Les trous de verre sont un concept fascinant, mais peut-on espérer utiliser les propriétés de quelque chose qu'on ne peut ni recréer, ni maîtriser? Si on emprunte un trou de verre naturel, parce qu'il y a des savants qui pensent que les trous de verre peuvent naître de façon naturelle dans l'espace. Donc imaginons, on en emprunte un. Où arrivons-nous? Arrivons-nous ailleurs dans l'univers? Arrivons-nous à une autre époque? Ou arrivons-nous dans un univers totalement différent? Est-ce que les trous de verre ne sont pas simplement des liens entre plusieurs univers? La théorie du multivers est bien connue, et même si elle n'est pas prouvée, aujourd'hui le contraire n'a jamais été démontré. Donc peut-être qu'un trou de verre, en fait, nous emmènerait dans un autre univers où les lois de la physique sont complètement différentes, et où les trous de verre se créent facilement. Peut-être que si cet objet est tout simplement trop complexe pour nos lois physiques actuelles, c'est qu'il n'y répond pas et qu'il répond à celle d'un autre univers. Mais là, on entre clairement dans le domaine de la fiction et c'est plutôt le côté imagination de mon cerveau qui travaille.
Mais sait-on jamais, il n'y a aucune raison pour qu'un multivers n'existe pas, et que ces trous de verre soient juste des passages entre chacun des univers. Et si ça peut vous rassurer, il est quasi certain que nous n'aurons aucune réponse à ces questions de notre vivant, mais il n'empêche que moi je les trouve fascinantes. Et bien voilà, cet épisode est fini. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, likez et abonnez-vous. Surtout, le plus important, partagez-le. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode